Bien, bonsoir à tous. On est déjà un peu en retard, donc je vais être assez court. Merci à tous de nous avoir rejoints pour ce énième grand débat de fin d'année de l'Anacofi. Je ne sais absolument plus à combien on en est, mais on en est un certain nombre, et au moins en environ une dizaine. On se retrouve maintenant habituellement dans ce lieu que j'apprécie assez, donc, et que je crois ne pas être le seul à apprécier. Donc voilà, c'est toujours avec grand plaisir qu'on se retrouve ici. Merci à tous ceux qui ont accepté de participer à nos tables rondes. Alors, je laisserai David Barou, qui va animer les débats, présenter chacun. On va garder chacun notre rôle, mais en tout cas, merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Il y en a quelques-uns qui commencent à être des habitués. Il manque un habitué qui, je crois, a dû faire les 4 dernières éditions, mais il va arriver, je pense. Alors, ce soir, nous avons choisi deux thèmes qui sont vraiment dans l'hyper-actualité. Le premier, c'est, en gros, il semblerait qu'il y ait dans l'air un projet de réorientation de l'épargne. Donc, puisqu'il semblerait qu'il y ait un projet, nous allons essayer d'en parler, et avec des parties prenantes de ce débat. Évidemment, on a du temps. L'avantage de ce grand débat, c'est qu'on a assez de temps pour pouvoir développer un certain nombre d'idées, donc on va en profiter. Et puis, la deuxième table est un peu plus réglementaire. La question est réglementaire et pratique en même temps, puisque l'idée, ça va être de savoir ce qu'on pourrait essayer de se dire qu'il faudrait peut-être faire l'année prochaine, sur cette année 2018, qui va être une vraie révolution, puisque les évolutions réglementaires que nous avons, Monsieur le Président de l'Autorité des marchés financiers, vous savez mieux que nous que ça ne va pas être si simple que ça. Donc, nous aurons l'occasion d'avoir donc une seconde table où nous pourrons parler de tout ça. Puisque nous sommes en retard, je ne vais pas vous prendre beaucoup plus de temps que ça. Je vais passer la parole à David Barou. Je vous souhaite une excellente soirée, et je nous souhaite des débats constructif et aussi intéressant que possible. Mais vu les personnes qui nous accompagnent, je n'en doute pas. Bonne soirée à vous tous. Bonsoir à toutes et à tous. David Barou, je suis rédacteur en chef aux Échos. Je m'occupe de la partie entreprise, c'est-à-dire pas du tout le monde de la finance, de la gestion. C'est un sujet sur lequel je ne connais pas grand-chose, mais j'apprends tous les ans. Alors il y a plein d'acronymes, il y a des trucs parfois... Vous m'excuserez, il y en a certains que j'ai du mal à comprendre. On en invente de nouveau tous les ans. Ce que je perçois quand même en lisant toutes les pages des Échos tous les jours, c'est qu'on est vraiment dans une année qui me semble très particulière en 2018. Il y a rarement eu autant de facteurs de changement dans cette industrie, des changements technologiques, réglementaires, des changements de stratégie d'entreprise. On est vraiment dans une année où il va se passer beaucoup de choses. Et je pense que le débat, on en a eu déjà de plusieurs ici, cette année devrait être particulièrement riche parce qu'on est à la conjonction de pas mal de phénomènes. Juste un exemple, depuis quelques jours, la star dans les Échos, c'est le Bitcoin. On n'arrête pas d'en parler. Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que c'est juste une mode? Mais si c'est une mode, ça a quand même un impact sur pas mal de métiers. J'imagine que il y a aujourd'hui des tas de gens qui vous posent des questions. Moi-même, j'avoue que je ne comprends pas toujours exactement ce que c'est. Mais à partir du moment où des gens gagnent de l'argent avec les bitcoins, je suis sûr que ça suscite pas mal d'intérêt. Comment est-ce qu'on va réguler ce genre de choses demain? Quel avenir a ce genre de néo-monnaie, crypto-monnaie? Voilà, je crois qu'il y a effectivement plein de débats et on a la chance ce soir d'avoir un panel très riche pour pouvoir évoquer à la fois l'évolution du contexte réglementaire, les ambitions politiques du nouveau gouvernement et puis de discuter un peu plus dans la deuxième table ronde qui sera un peu plus pour les grands de la réglementation et de tout ce qui va changer cette année 2018 où à la fois on nous a dit que ça serait, j'ai déjà vu David qui dit que ça s'annonce compliqué et l'AMF qui a fait mais non, tout va être simple. Donc on va parler de tout ça. Je propose aux intervenants de la première table ronde de me rejoindre. Je vais les présenter rapidement. Vous avez leurs noms qui vont apparaître ici. Et voilà. Je vous propose tous les 5, tous les 6 de me rejoindre sur scène. Donc, tout au bout, Philippe Adnot, qui est sénateur, mais membre de l'Aube, sénateur de l'Aube et membre de la commission des finances, depuis longtemps un spécialiste des questions de financement des PME. Juste à sa gauche,
Amélie de Montchalin, qui est une tête relativement nouvelle dans ce secteur de la finance, mais qui aujourd'hui joue un rôle très actif. Vous êtes député depuis peu de temps et vous êtes aussi membre de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Et vous avez fait de l'évolution de l'investissement, de la question de l'investissement, une des priorités. Et vous avez, pas convoqué, mais appelé à une réunion importante au début d'année prochaine, le 22 janvier. La question, en quelque sorte, c'est comment peut-on avoir un investissement productif qui puisse tirer le pays dans la bonne direction. Juste à vos côtés, Éric Woerth, qui est aussi à la Commission des finances, député depuis plus longtemps que vous. À votre gauche, un petit peu, pas si longtemps que ça, mais un petit peu, il a été ministre, vous n'avez pas encore été ministre. À votre gauche, Jean-Hervé Lanlazy, qui est le président du Cercle des économistes. Et à votre gauche, Robert Ophèle, qui est le président de l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Et je ne présente pas David Charlet, juste à côté. Pour cadrer le débat, je vais commencer par donner la parole peut-être à l'économiste de service, Jean-Hervé. Une question, peut-être un point rapide. On va beaucoup parler là, dans cette première table ronde, de l'importance de l'épargne, comment orienter l'épargne, comment la réorienter, comment en faire un outil utile. D'abord sur le contexte actuel dans lequel nous sommes, est-ce que c'est un bon moment ou un mauvais moment pour se poser cette question? On dit souvent, en France, on ne fait pas de réforme quand tout va bien et quand tout va mal, c'est jamais le moment. Bon. Où est-ce qu'on en est sur ce terrain-là en termes de conjoncture? Est-ce que c'est un bon moment? Et puis si on se compare un peu par rapport à nos grands voisins ou à d'autres pays, est-ce que la question de l'épargne se pose chez nous d'une manière plus difficile chez nous qu'ailleurs, ou est-ce que c'est une question, finalement, tous les pays sont face au même genre de problématiques? Merci. D'abord, c'est vachement sympa de se retrouver pour tous ceux qui ont réussi à arriver avec un véhicule à moteur jusqu'ici, donc c'était quand même une performance. Peut-être plusieurs remarques. La première, sur la conjoncture, tout le monde a en tête ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire c'est une conjoncture qui est un peu plus favorable. Moi, j'ai une vision très précise pour 2018, c'est-à-dire je pense que ce sera une année dans laquelle je ne vois ni de difficultés majeures, je parle sous le contrôle de mon petit camarade à gauche, mais ni de difficultés majeures du côté des taux d'intérêt, ni de difficultés majeures sur aucun des paramètres essentiels. Et je pense qu'on aura ce qu'on peut appeler une sorte de capée, d'une croissance capée. Alors, les chiffres mondiaux varient selon la manière dont on calcule les choses, mais on est toujours aux environs de 3,5, ce qui est bien. Et nous, on est aux environs de 2, ce qui est bien également. Première remarque. Donc, il n'y a pas de drame. Ce n'est pas non plus, je vais dire, une conjoncture exceptionnelle, mais elle est évidemment plus favorable que les années précédentes. Et donc, ça, c'est bien. Deuxième remarque, c'est quand on se pose le problème, très rapidement, de l'épargne et du financement des entreprises. Moi, j'ai 3 mots qui me viennent à l'esprit. Premier mot, c'est le mot d'évidence. Après, il y a les faits. Et puis, il y a 2 ou 3 souhaits. Tout ça prendra 3-4 minutes. Les évidences, c'est le fait que, quel que soit le gouvernement, moi je suivrai sans le plus... Non, peut-être pas le sénateur, on a à peu près le même âge. Je dois dire que je n'ai jamais vu un gouvernement, je n'ai jamais vu une équipe gouvernementale, je n'ai jamais vu des politiques qui n'aient pas en tête, tout d'abord, de vouloir modifier les règles de l'assurance vie. Ça, c'est le truc de base. À Bercy, c'est toute fille ou garçon qui arrive doit savoir qu'un jour ou l'autre, il faut essayer d'allonger ou de rendre plus efficace pour le financement de l'économie française l'assurance vie. Ça se traduit de manière un peu simpliste pour les économistes, je n'ai pas le temps de le développer, par l'idée que ce qui est bien, il y a ce qui n'est pas bien, c'est l'épargne de court terme. Il y a ce qui est bien, c'est l'épargne de long terme, avec cette idée, qui n'est pas totalement fausse, mais qui n'est pas non plus totalement juste, que plus l'épargne est longue, plus on peut investir, prendre des risques, etc. Ce qui est vrai et un tout petit peu plus compliqué que ça. Deuxième remarque, le délitement de notre économie, dont nous sommes tous responsables. Délitement de notre appareil productif est quand même lié à beaucoup de causes. Mais il y en a une qui est assez évidente. Je regardais le rapport de Jean-Pierre Jouyet d'il y a 2 ans,
qui rappelait que quand on regarde bien l'investissement dans notre pays, on n'est pas très différent, l'investissement des entreprises, par rapport aux autres pays. La grosse différence, c'est qu'on est les champions du monde pour l'immobilier et on n'est pas très bon pour les robots et les machines. Donc c'est quand même... Et en fin de parcours, les résultats sont là. Comme on disait toujours, il y a des sortes de vérités qui s'imposent et il se trouve que notre appareil productif, et on le voit bien dans nos résultats de commerce extérieur, pose un problème majeur, qui est vraisemblablement le problème de l'économie française. On peut faire 2,2, 2,3, faire tous les rendez-vous de l'anacophilie les plus sympas du monde, ça ne changera pas le problème, qu'il faut 3, 4, 5 ans pour arriver à reconstruire ou redonner du muscle à cette économie. Je le dis de manière avec des mots qui ne sont pas ceux d'un académique, donc si j'étais avec mes camarades, je m'exprimerais autrement, mais c'est de ça dont il s'agit. Troisième remarque, il y a l'idée que la fiscalité résout tous les problèmes. Ça, là où également, je le dis pour Eric, qui a géré avec beaucoup de talent Bercy, mais c'est vrai que tout fonctionnaire qui se respecte, un peu moins les économistes, pensent qu'avec la fiscalité, on résout tous les problèmes, et je te fais un petit produit fiscal qui va marcher. C'est quand même... Alors, j'ai oublié combien il y avait de niches fiscales sur la fiscalité, il y en a 48 ou un truc comme ça, peu importe. Enfin, il y en a beaucoup. Il y en a peut-être un peu, il y en a plus. Non, mais sur la fiscalité. Les faits. On a, que tout le monde ait bien en tête les chiffres, on a en épargne dite financière, on a une épargne globale qui est un peu plus de 10 000 milliards d'euros, on a un peu plus de 40% qui est non immobilier. Vous savez tous qu'on est quand même tous très, très concentrés, c'est ni bien ni mal, c'est une donnée sociologique française, l'idée de se constituer un patrimoine immobilier. Donc il y a 57, je crois, de notre épargne qui est consacrée à l'immobilier. Et la caractéristique, quand on la regarde de près, c'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure, c'est plusieurs éléments très connus. C'est qu'il y a trois vecteurs fondamentaux de notre épargne. C'est évidemment l'assurance vie, ça doit faire 31 ou 32%. Il y a tout ce qui est le locatif immobilier, enfin l'investissement locatif qui est énorme. C'est pour ça que les politiques dans l'immobilier dans le logement sont essentielles, c'est un peu plus de 20%. Et puis il y a tout le réglementé, tous les produits réglementés que tout le monde connaît ici, qui représentent encore 20%. On a fait les 3/4, le reste, l'épargne salariale, tout ça, c'est très bien, mais c'est secondaire. Deuxième remarque. Troisième remarque, où est cette épargne? Est-ce qu'elle va vers les actions? Est-ce qu'elle va vers les produits de taux? Est-ce qu'elle va massivement vers la dette et les obliges? Là aussi, je regardais les chiffres. Comme on a des chiffres qui sont un peu anciens, je les reprends, mais ça n'a pas dû beaucoup changer. Il doit y avoir pas loin de 35% qui sont en obliges, environ un peu plus de 22-23% qui sont en dette. Ça veut dire que la partie, j'allais dire, la plus active, bien que la dette soit, et que les obligations, les émissions, c'est très important. Mais disons que la partie action est un peu moins forte que dans les autres pays. Et au fond, et une fois de plus, là, il faut être très prudent dans le jugement. Ce qui est caractéristique dans ces 55 plus 25, mettons, ça va faire 80% ou 70 ou 80% de produits qui ne sont pas, qui sont des produits de dette finalement, on s'aperçoit qu'ils sont concentrés beaucoup sur l'État, ça n'étonnera personne, et sur les grandes entreprises. Je ne fais pas partie du tout de ceux qui considèrent qu'il faut opposer les grandes entreprises, notamment sur le crédit impôt recherche. Ça faisait partie de la logorée habituelle par rapport aux petites entreprises. Mais c'est vrai que les petites entreprises ne sont pas extraordinairement bien financées, du moins par l'épargne des Français. Enfin, dernier point, peut-être le plus inquiétant, j'ai refait un petit calcul, il y a peut-être un peu moins de 50 milliards d'euros qui sont vraiment destinés aux actions. Et en fait, ce qui m'ennuie, et ça rejoint la flat tax, c'est que c'est pas du tout la même chose de financer des actions existantes et de financer des émissions d'actions. Les actions existantes, je me suis toujours interrogé sur le fait qu'on baissait les taux de fiscalité de plus-value si les gens les gardaient longtemps. Très bien, bien entendu, mais ça crée pas, ça fait juste hausser le prix des actions. Les émissions d'actions, ça donne de la richesse en plus aux entreprises. Les autres aussi un peu, mais un peu moins. Et on s'aperçoit que les chiffres sont assez faibles. Je crois qu'il y a peut-être 5-6 milliards d'émissions d'actions nouvelles, ce qui n'est pas beaucoup. Dernier sujet.
pas mes propositions, mais ce à quoi, à mon avis, il faut qu'on réfléchisse. Premier sujet, il faut qu'on trouve des produits qui ne deviennent pas idéologiques. Pourquoi ? Parce que, vous vous souvenez, moi, quand j'étais jeune, j'ai passé des soirées entières gâchées. J'ai gâché une partie de ma jeunesse dans des débats absolument inutiles sur le régime par répartition, le régime par capitalisation. Personne en France n'a imaginé un instant qu'on allait supprimer la répartition. Personne n'a voulu vraiment de capitalisation. La preuve, c'est quand on a voulu augmenter la durée de vie des contrats d'assurance vie, les assureurs qui connaissent bien leurs clients ont commencé à dire « Mollo les enfants, on va y aller plus doucement ». Et moi, j'ai trouvé qu'il y a 2 ans, on avait inventé un produit qui était assez malin, qui s'appelait Eurocroissance, qui n'a pas bien marché, mais qui revenait finalement à garantir, à faire un risque-rendement un peu différent, et on garantissait le capital juste à la fin. Eh bien, je pense qu'il faut qu'on devienne plus malin, et c'est une proposition que je fais aux autorités éminentes ici présentes. Je trouve qu'il faut qu'on ne se contente pas de garantir à la fin des 8 ans, mais qu'on garantisse peut-être une fois par an, qu'il y ait ce qu'on appelle les fenêtres. Donc on peut inventer des trucs plus malins sur l'eurocroissance, et je le souhaite. Deuxième aspect, je vais terminer presque là-dessus, c'est cette idée qu'on a un patrimoine immobilier dans notre pays, c'est notre sociologie, c'est notre tradition qui est très important, très très important. Simplement, on va être obligé d'un peu bouger les choses parce qu'on ne sait pas bien comment on va financer la dépendance. Pour les moins armés dans la vie, parmi ceux qui vont être victimes de la dépendance, c'est sûr qu'il y en a une partie qui vont avoir du mal et qui vont être obligés, quelque part, de réaliser leur patrimoine immobilier. Car, je n'ai pas le temps de le développer, mais vous voyez bien que le niveau moyen des patrimoines en France est supérieur au niveau moyen, même chose pour le médian, des revenus du travail ou du capital. C'est comme ça. Et donc, il faut absolument donner plus de liquidité à ce marché immobilier. Alors, c'est une histoire qui est compliquée. C'est très facile de donner des conseils, beaucoup plus difficile de les mettre en œuvre. Mais si on faisait ça, au-delà de l'affaire de la dépendance qui me turlupine, qui me touche beaucoup, il y a cette idée, au fond, que si on arrivait à le rendre plus liquide, peut-être avec des moyens qui ne sont pas le viager, mais des tas de trucs dans ce genre-là, on pourrait peut-être transférer un peu plus de financement vers les générations jeunes et qui, elles, ont vocation à investir et utiliser leur épargne de manière plus risquée. Voilà 2 propositions que je soumets à l'Assemblée et à mes camarades. Jean Hervé, merci d'avoir vraiment contribué à dresser le tableau qui permet maintenant de lancer la partie du débat sur on a une situation, on a commencé une réforme fiscale. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on va plus loin et comment on a effectivement on met l'épargne au service d'une industrie française, des entreprises françaises, pour avoir une épargne plus productive. Amélie de Montchalin, vous êtes vraiment au cœur de ces discussions qui vont arriver maintenant à l'Assemblée l'an prochain. Voilà, Jean Hervé a décrit une situation, un point de départ. Quelle peut être aujourd'hui votre ambition? Comment il faut procéder? Et quelles doivent être un peu vos priorités vues du point de vue de la majorité présidentielle? Merci beaucoup. Merci à vous tous aussi d'être là. Alors, il y a beaucoup de points de résonance et c'est assez rassurant de se dire... moi, j'ai été quelques années une économiste aussi, mais de voir qu'on n'a pas complètement perdu le nord dans notre diagnostic initial. La feuille de route de la majorité, elle a un vrai objectif, c'est l'emploi. Et quand on regarde notre tissu de PME, vous avez aujourd'hui 140 000 PME en France qui ont en moyenne 30 salariés. Donc un patron de PME, ça entraîne derrière lui en moyenne 100 Français, si vous faites des chiffres très moyens. Donc c'est important de s'intéresser à ceux qui font vraiment tourner l'économie au quotidien. Et ces PME, quand vous regardez comment elles se financent, comment elles vivent, comment elles se développent, elles sont toutes, dans leur immense majorité, tenues par des échéances bancaires à 3 ans. Puisqu'aujourd'hui, une bonne PME, c'est une entreprise qui va voir son banquier et qui part avec un produit de trésorerie et un prêt à 3 ans. Eh bien, malheureusement, quand on a un prêt à 3 ans, on ne finance pas d'immatériel, on ne finance pas d'innovation et surtout, on ne finance pas la transformation ou la transition vers une économie plus innovante. Et puis, on n'a souvent pas la taille critique, du coup, pour exporter, pour innover, pour créer de l'emploi, et on y revient, et donc pour grossir et tirer notre croissance de manière viable, structurelle et dynamique.
Et donc ce diagnostic de il nous faut des PME qui sont capables de regarder à 10 ans, de rêver, de s'imaginer un peu plus loin sur d'autres marchés avec des produits adaptés au monde de demain, nous a amené à nous demander qu'est-ce qui en fait est un vrai frein à cette réalisation. Et ce qui est un vrai frein, c'est que plus on sera tenu par la dette bancaire et uniquement la dette bancaire, et moins il y aura de fonds propres aussi dans les PME, moins on y arrivera. Et donc tout notre débat, c'est comment on fait des émissions d'actions dans les PME françaises. C'est ça notre sujet. Et on veut créer des nouvelles actions. C'est pas le marché coté parisien pour les grosses ETI dont on dispose qui va suffire. Et donc il faut qu'on arrive à résoudre cette équation. Comment on alloue du coup plus d'épargne, si possible française. C'est quand même mieux patriotiquement, j'allais dire, que ce soit l'épargne des Français qui détiennent et qui investissent dans les entreprises françaises. Et ces entreprises, c'est comment on leur donne accès à des nouveaux fonds propres. Pour ça, le constat est aussi qu'on cherche, et je vais donner quelques chiffres, mais de l'ordre de 10 milliards d'euros sur 5 ans. Si on a 50 milliards d'actions qui sont dans le système, 5 milliards émises par an, si on cherche 10 milliards sur 5 ans, voilà à peu près l'ordre de grandeur de ce qu'on cherche. Et 10 milliards, ça tombe bien, c'est un montant qui me semble totalement atteignable. Il y a 1600 milliards dans l'assurance vie, on a dit qu'il y a 4600 milliards d'épargne financière et immobilière. Donc on est sur quelque chose qui est atteignable, sauf que du coup, il y a ce qu'on a fait à l'Assemblée, à savoir de considérer que ce n'était pas effectivement l'impôt qui allait guider toutes les décisions d'investissement des Français et qu'on allait mettre un terme à cette politique où on considère que l'incitation fiscale était le Graal de la politique publique, mais donc de dire l'impôt avec le prélèvement forfaitaire unique, on le rend beaucoup plus neutre entre les produits, les horizons, les maturités. On a donc cette réforme de l'ISF qui permet de donner aussi de la liberté à ceux qui ont une entreprise d'aller investir chez leurs voisins, puisqu'aujourd'hui, vous savez, l'ISF était pas forcément pénalisante pour celui qui a une entreprise, mais extrêmement pénalisante pour celui qui veut investir dans une autre entreprise que la sienne. Et donc cette réforme fiscale, et c'est pour ça que je suis très heureuse d'être avec vous ce soir, c'est ce que je vous ai déjà dit quand j'étais à Lyon pour le congrès Patrimonia pour ceux qui y étaient, c'est que c'est pas depuis l'hémicycle en levant le bras qu'on va changer culturellement notre appréhension collective de l'épargne et de l'investissement. On a besoin de ceux dont c'est le métier de faire ça au quotidien. Et donc on a besoin de conseillers en gestion de patrimoine, de conseillers financiers, pour que cette opportunité qu'on ouvre de réouvrir des possibilités d'investissement différentes devienne une réalité. Et donc c'est pour ça que le 22 janvier, c'est à la fois dans notre méthode parlementaire quelque chose qu'on trouve intéressant, qui est de se dire notre métier de parlementaire ne s'arrête pas en ayant voté un texte, s'arrêtera quand le texte sera appliqué dans son esprit, dans sa lettre. Et donc aussi qu'on passe le relais de manière assez ferme et volontariste à ceux dont c'est le métier de faire ce travail. Et faire ce travail, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que quand vous avez un épargnant en face de vous, eh bien on lui parle d'autre chose que de défiscalisation. Il y a beaucoup trop de conseillers qui sont devenus des conseillers en défiscalisation alors qu'ils devraient être des conseillers en investissement. Et puis de l'autre côté, c'est quand vous avez un patron de PME, et ça j'ai fait passer ce message de manière extrêmement forte, notamment aux acteurs bancaires, c'est pas parce que la banque ne répond pas aux besoins de financement que les choses s'arrêtent. Il est essentiel qu'on refasse une chaîne entre les acteurs de l'investissement. Si une banque n'a pas de solution bancaire, elle peut avoir un partenaire qui est un fonds de capital investissement, qui peut être un réseau de business angels, qui peut être des gestionnaires d'actifs qui ont envie de prendre du risque, des acteurs institutionnels, et qu'on recrée cette chaîne où le patron de PME, on lui propose toujours une solution. Et aujourd'hui, il y a beaucoup trop de projets qui ne se font pas parce qu'on a une vision extrêmement monolithique de ce qu'est le financement. J'ai entendu Patrick Artus dire, entre guillemets, je ne comprends pas très bien cette discussion sur les fonds propres dans les PME. Aujourd'hui, il n'y a pas de besoin. Je dis oui, il n'y a pas de besoin d'une économie qui vivote et qui vit sur sa dette bancaire à 3 ans. Il y a des énormes besoins si on considère qu'on est une des économies les moins numérisées, notamment dans les PME d'Europe. Il y a des énormes besoins si on considère que la robotisation, c'est une chance, notamment pour exporter. Il y a des énormes besoins si on sort de la vision que tout ce que doit faire un patron de PME, c'est d'acheter ses locaux, parce que comme ça, il aura un patrimoine stable et fixe. Mais comment est-ce qu'on passe du constat à une forme de pédagogie que vous évoquez à quelque chose de concret qui puisse véritablement jouer un rôle d'accélérateur? Ce qui est intéressant, c'est que le PEA-PME, 2 milliards d'euros. L'ISF-PME, les bonnes années, 1 milliard d'euros. Ces outils, ils étaient principalement alimentés, le PEA-PME, limités par énormément de complexité administrative. Peut-être qu'il faut qu'on revoie les choses. Eurocroissance a une poche de nos côtés qui aujourd'hui est toute petite. Comment on libère ça et en fait comment on crée aussi la demande côté patron de PME de se financer en fonds propres. Et puis ensuite, la grande idée, et c'est pour ça que les conseillers financiers sont essentiels, c'est comment on apprend et comment on aide les Français à épargner avec une allocation d'actifs diversifiés.
Ce qui veut dire peut-être un peu d'assurance vie, peut-être un peu de PEL ou d'autres choses, peut-être un peu de produits en action, peut-être un peu de PEA, peut-être un peu de compte titre, peut-être un peu d'investissement dans un fonds de capital investissement. Mais comment on raisonne en termes d'allocation et pas en termes de menu de produit. Parce que le menu de produit, c'est ce qui a conduit tous les Français à considérer qu'une fois qu'ils avaient saturé leur livret A et saturé leur assurance vie à hauteur de leurs moyens, il ne restait plus rien pour les PME, les fonds propres. Alors, je ne veux pas que vous fassiez siffler par la salle, mais est-ce qu'une certaine manière, c'est-à-dire que vous pensez que l'écosystème n'a pas fait convenablement son travail? Non, mais l'écosystème a répondu à une incitation extrêmement forte qui lui était envoyée par le politique, qui était la défiscalisation et l'incitation fiscale est le premier vecteur d'investissement. Donc dans ce cadre-là, tout le monde avait totalement intérêt à suivre cette incitation. D'ailleurs, ça rapportait beaucoup d'argent à tout le monde. Mais qu'on passe d'être conseiller en défiscalisation à conseiller en investissement, ça veut dire qu'on part du client, et je pense que Robert Ophel sera totalement aligné avec cette vision, mais on part du client, de ses besoins, de ses horizons d'épargne, de ses projets, et c'est une partie de ce que veut faire la réglementation européenne, et que donc on individualise, qu'on personnalise beaucoup plus l'allocation d'actifs, et que si dans chaque panier d'actifs, entre guillemets, avec lequel ressort l'épargnant, il a 2, 3, 4, 5%, je dis bien 2, 3, 4, 5% de son allocation d'épargne qui est vers de la PME et du non-coté, je peux vous dire que notre équation de financement sera tout autre. Éric Woerth, un commentaire, une réaction sur ce qui a été dit et sur ce que vous pourriez préconiser? Non, je n'ai pas de commentaire. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il faut après rentrer dans le concret. En réalité, ce qu'on fait, je suis aussi d'accord avec ce qu'a dit Jean-Hervé sur la croissance. Aujourd'hui, on est dans une phase de croissance qui est tout à fait convenable. 1,8, on arrive à peu près à payer ce qu'on doit payer. Mais on peut, même si on accroît les déficits, donc ça veut dire qu'il faut derrière beaucoup travailler sur la maîtrise de la dépense publique. Mais moi, je vois surtout dans cette croissance quand même, d'abord assez peu d'emplois, au moins en France. Elle est peu créatrice d'emplois. Peut-être que ça va venir, mais enfin c'est comme ça. Mais on voit aussi quand même la productivité du travail stagner, et ce n'était pas le cas auparavant. Donc il y a beaucoup de questions, et des questions sûrement de gens bien plus compétents que moi pour répondre, mais c'est vraiment un vrai sujet. Ça veut dire qu'il faut investir. Ça veut dire qu'à côté, et en face de cette croissance, si on veut essayer d'augmenter la productivité, donc développer la part de richesse qui peut revenir à chacun, améliorer notre vie par plus de productivité et notre compétitivité, il faut investir. Et pour investir, il faut évidemment de l'épargne. Il faut des produits, c'est les entreprises qui doivent investir, plus se robotiser, améliorer la qualité des produits. Tout ça nécessite donc un appel à l'épargne de plus en plus important. Et un appel à l'épargne longue, un épargne en fonds propres ou en quasi fonds propres. Ça veut dire qu'il faut que sur le tissu de PME, puisque c'est celui-là dont on parle, il faut le déconnecter un peu du simple système bancaire, à moins que le système bancaire se reconnecte sur des prêts différemment construits, ou du système assurantiel. Il faut que derrière, vous êtes conseiller financier, il faut que derrière, il y ait des capacités pour le marché, en produits divers et variés, de venir répondre aux besoins de ces entreprises. Et les entreprises et les PME françaises, elles connaissent des stades de développement différents. On voit bien qu'on est à l'ère de la start-up. Aujourd'hui, tout le monde a envie de créer une entreprise et c'est très bien. Mais les besoins de financement varient beaucoup selon le stade de développement. Grosso modo, la start-up trouve à peu près à se financer beaucoup moins bien qu'aux États-Unis en moyenne. Tout ça, ce sont des moyennes. Aux États-Unis ou qu'en Allemagne, mais enfin à peu près correctement. On voit bien que la première phase de croissance, on trouve toujours des gens qui vous suivent. Et puis après, c'est de plus en plus difficile. Puis quand on commence à devenir un peu plus élevé, alors à ce moment-là, on trouve à peu près tout. Donc il faut trouver des moyens de financement des PME qui accompagnent le développement des entreprises. Et c'est pas tout à fait peut-être les mêmes investisseurs, les mêmes produits, la même façon de les rémunérer. Le deuxième point, c'est qu'il faut aussi un peu éduquer, on en parlait ce matin, éduquer les Français à l'épargne. C'est ce que disait aussi Amélie de Montchalin, c'est qu'il faut diversifier les portefeuilles. Les Français veulent de la sécurité, ils ont été bien payés ou mal payés pour savoir qu'il fallait un peu de sécurité. Ils ont beaucoup investi, puis ils sont comme ça, globalement comme ça. On n'a pas envie de jouer sa petite fortune tous les jours quand on a pu épargner un peu d'argent. Et donc ils vont vers de la sécurité. Donc il faut leur apprendre ou leur donner envie d'aller au-delà d'une simple sécurité. Quand il y a des taux bas, c'est pas toujours si simple que cela à faire. Ça a plein de conséquences. Donc il faut adapter
nos produits et probablement également beaucoup parler avec les épargnants. Je crois quand même aussi un peu à la fiscalité, juste pour dire exactement le contraire. Je crois à la fiscalité parce que au fond, c'est quoi une niche fiscale? Une niche fiscale, c'est pas bien, mais une baisse de la fiscalité, c'est bien. Et une niche fiscale, ça ressemble étrangement à une baisse de la fiscalité, plus fléchée, plus ciblée, avec un but. Le problème, c'est pas la niche fiscale. Le problème, c'est qu'on n'en mesure pas l'efficacité. C'est que jamais on se pose la question de savoir si le législateur qui, à un moment donné, où le gouvernement décidait telle ou telle niche fiscale, en général, d'ailleurs en accord avec les professions concernées, on se demande très très peu souvent, académiquement un peu, politiquement très peu, si cette niche elle a atteint son objectif. Donc on dépense beaucoup d'argent pendant longtemps pour rien du tout, créant des effets d'aubaine ou aucun effet du tout, alors qu'on pourrait le dépenser un peu mieux. Et donc je pense que ce qu'il faut faire, c'est évidemment se poser systématiquement la question de l'efficacité de la niche fiscale et de fait qu'elle puisse perdurer ou être remplacée par une autre. Mais je crois quand même que l'incitation à épargner, ça passe quand même par la fiscalité, surtout dans un pays où la fiscalité est très élevée. Si on était dans un pays où la fiscalité n'était pas très élevée, la question ne se poserait pas du tout de la même manière. Mais dans un pays de fiscalité très élevée, dans quasiment tous les impôts, on doit passer par un peu d'incitation fiscale. Le PEA, PME, il ne fonctionne pas. Probablement parce qu'il n'est pas suffisamment incitatif, sinon il marcherait. Mais en tout cas, il ne fonctionne pas. Et il n'y a pas la mesure de risque. Il n'y a rien qui, au fond, le différencie du PEA. En général, les gens, ils remplissent leur PEA, ou même pas totalement, puis après, ils ne passent pas au PEA, PME. Il y a un grand sujet sur l'épargne retraite. Parce que je pense que l'épargne, elle va plutôt se développer, vu que le risque, vivre est un risque, par principe, et plus vous vivez, plus vous prenez de risques. Et plus vous prenez notamment le risque de ne pas réussir à financer votre fin de vie, qu'on espère tous, très longue et en bonne santé. Donc il faut, les systèmes par répartition doivent être, continuer à être réaménagés. Il faut évidemment allonger l'âge de la retraite. Enfin, on peut toujours tourner autour de tout, parler systématiquement de systémique, mais enfin c'est une très bonne idée. Tout ça, c'est des sujets de colloque. Mais enfin, à un moment donné, comment on fait pour financer un système de retraite par répartition? Eh bien, on paye la retraite plus tard et on encaisse des cotisations le plus longtemps possible. Et là, ça devient à peu près équilibré. Et puis on essaye d'avoir un équilibre en fonction de l'âge, de durée de vie moyenne des générations. Et puis une retraite à la carte. Il doit toujours y avoir une retraite à la carte, c'est le cas en France. Sauf qu'on décide à quel moment commence la carte, à quel moment on commence le jeu, puis après on prend sa retraite quand on veut. Ça veut dire qu'il va falloir de plus en plus compléter le système par répartition, et les Français, je pense, sont assez demandeurs, d'un système de retraite par capitalisation, quelle que soit la forme que ça prend. Alors ça existe, hein, évidemment, il y a beaucoup de systèmes qui existent, il faut certainement les ouvrir, en offrir plus de possibilités, mieux les faire connaître, au-delà de l'assurance vie, car aujourd'hui, la retraite par capitalisation, c'est essentiellement l'assurance vie. Donc il faut à la fois ouvrir au-delà de l'assurance vie, permettre à l'assurance vie d'être de plus en plus investie en produits à risque. Eurocroissance est plutôt un échec. Je sais bien que les assureurs disent exactement le contraire. Enfin, quand on regarde les chiffres, c'est plutôt un échec. Je ne sais pas si c'est dû là aussi au taux ou à d'autres raisons techniques, mais enfin on voit bien que ça ne marche pas. Donc il y a 1600 milliards, il y a bien un peu d'argent qu'on peut investir un peu plus dans les entreprises. Et ça, il faut travailler avec les assureurs. Et puis il y a quand même l'affaire de l'IFI et de l'ISF. On a eu ce débat à l'Assemblée, Amélie Souris, on a eu ce débat à l'Assemblée pendant longtemps. Doit-on, quand on supprime un impôt, conserver sa niche fiscale ? Ça, c'est une question quand même. C'est une question qu'on peut objectivement, intellectuellement se poser. Alors, d'abord, cet impôt ne disparaît pas totalement, vu qu'il y avait un impôt de solidarité sur la fortune, et maintenant il y a un impôt de solidarité sur la fortune immobilière. Bon, moi je conteste cette idée, je pense que c'est tout ou rien, et qu'il fallait supprimer l'ISF dans son entier. Mais il reste cet impôt sur l'immobilier. Donc il faut probablement greffer à l'impôt sur l'immobilier une possibilité de défiscalisation ou de sortie de cette IFI par le biais d'un mécanisme similaire ou identique à celui qui avait été adopté pour l'ISF. Il faudra le faire parce que c'est quand même 400 ou 500 millions d'euros ou 500 millions d'euros à peu près l'ISF PME. Alors je sais bien que la base de l'IFI n'est pas aussi importante. Oui, c'est le coût budgétaire, mais la base n'est pas. La base de l'IFI est évidemment très inférieure. Mais il faut certainement à côté permettre de faire baisser son impôt sur le revenu à partir du moment où on accepte de prendre
prendre plus de risques. Tout le monde s'y retrouve. L'État s'y retrouve parce que le risque, c'est de l'investissement et c'est donc une production de richesse et de croissance. Et puis le contribuable, il s'y retrouve parce qu'au fond, ça l'énerve quand même très fort de payer des impôts qu'il considère comme toujours très, très injustes. Et là-dessus, franchement, Amélie, la majorité, elle a été super timide. Parce que sur l'IR PME, il fallait doper un peu le Madelin. Et doper le Madelin, c'était pas le mettre sur la barre des 10 000 euros de plafonnement, parce que ça, voilà, on en atteint vite et puis on voit bien que les pays qui ont vraiment orienté une masse d'épargne très importante, c'est vrai, de personnes suffisamment aisées pour bénéficier de cela, mais enfin, au moins, c'est de l'argent qui sort de l'aisance, qui va pas s'investir n'importe où, ou ailleurs, mais qui s'investit dans des entreprises françaises. Donc il fallait doper plus l'impôt sur le revenu au travers des investissements en PME. Voilà, et on pouvait trouver facilement le financement, par exemple, en ne faisant pas la taxe d'habitation. Voilà, ça c'était une proposition qui alliait compétitivité, d'abord la compétitivité, d'abord l'entreprise, d'abord la productivité, d'abord la production de richesses, et puis après la distribution des richesses. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce stade. Je vous interromps maintenant, vous aurez sans doute l'occasion de vous exprimer à nouveau. Je voulais passer la parole au sénateur Adno, mais je crois qu'Amélie, vous vouliez réagir quand même juste un point. Alors nous ne nous lançons pas dans un débat technique sur l'IFI. C'est extrêmement court. Je pense que l'intervention d'Éric Woerth, on a plein de points de convergence et qu'il faut les reconnaître. Maintenant, je pense qu'il y a la vraie différence. C'est est-ce qu'on croit qu'on peut orienter l'épargne de manière structurelle et de manière qui ne soit pas liée à un coût budgétaire. Quand on dit c'est 500 millions le coût budgétaire de l'ISF PME pour arriver à flécher 1 milliard d'euros vers les PME, ça veut dire que globalement c'est 1 sur 2. Donc aujourd'hui ce qu'on dit c'est entre les fonds FRR, ERAF, les PERCO, l'épargne retraite, tout votre travail quotidien, trouver 1 milliard d'euros, ce qu'on cherche, sur un pool d'épargne de 4 600 et de 1 600 d'assurance vie, on devrait y arriver. Donc notre conviction, et en ça on diverge, c'est que nous croyons que grâce aux acteurs qui sont ceux dont le quotidien est de flécher l'épargne vers l'investissement, en leur donnant des outils, la parole, et en les mobilisant avec les outils existants, et en aménageant ce qui doit l'être, mais sans forcément commencer avec comme point d'entrée la fiscalité et un coût budgétaire, on a de quoi travailler. Philippe Adno, alors je dis, vous êtes sénateur et vous êtes reconnu comme étant un grand spécialiste du financement des PME. Vous vous êtes battu tout au long de votre carrière pour faciliter l'investissement en faveur des PME. Quand vous entendez ce débat aujourd'hui, vous vous dites qu'on est à un bon moment, qu'il faut accélérer et que cela est possible. Comment est-ce que vous abordez cette question sur est-ce qu'il faut flécher plus vers les PME? Et question peut-être subalterne, est-ce qu'il ne faudrait pas flécher plus aussi l'investissement vers le local, c'est-à-dire trouver des manières d'investir plus en local? Bien, mesdames, messieurs, moi je suis le sénateur du réel observé, c'est-à-dire de ce qui se passe réellement. Dans mon département, j'avais créé une université, formé des ingénieurs, développé une technopole et donc des start-up. Donc problème, comment fait-on pour financer des start-up? Au Sénat, je suis rapporteur du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je viens de faire un rapport sur les sociétés d'accélération de transfert de technologie. On a donc un flux, il y a beaucoup d'argent qui a été mis sur ce sujet. On a un flux d'innovation important qui va arriver. La question c'est, que vont devenir les entreprises qui vont porter ces innovations s'il y a rupture dans la chaîne de financement? Alors, moi, je trouve que les deux ont raison. Je crois que si on pense que spontanément, l'argent va aller là où il y a du risque, on se trompe. Non, mais quand quelqu'un payait l'ISF, si on lui disait, bon, allez, vous allez payer l'impôt, ou peut-être vous allez le perdre si vous le mettez dans une entreprise à risque, mais au moins vous n'aurez peut-être pas tout perdu. Bien, ça a un coût pour l'État, je suis d'accord. Après, il faut aussi compter à quoi a servi cet argent, ce qu'il a créé comme emploi, ce qu'il a créé comme valeur ajoutée. J'allais dire, faut faire la comptabilité des deux côtés. Aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que vous avez raison de vouloir diriger les financements vers la création d'emplois, vers le développement des entreprises, et ça se fera naturellement pour toutes les entreprises relativement bien installées qui ont besoin de croissance, ça fonctionnera. Ça ne fonctionnera pas sur les entreprises à risque. Parce que à partir du moment où on aura pris un quota de l'épargne d'assurance vie ou d'autres financements, eh bien tous les investisseurs vont rechercher le placement
sans risque ou avec le moins de risques possible. Et donc, moi, j'étais partisan d'augmenter un petit peu les sommes qui pouvaient être déplacées pour être placées à risque. Je suis partisan qu'on essaie de faire des innovations. Aujourd'hui, une banque prête, elle se fait couvrir le risque. Peut-être faudrait-il proposer à des épargnants qui veulent capitaliser dans des entreprises la possibilité de se faire couvrir assurantiellement. Et donc, j'ai rencontré votre homologue à l'Assemblée nationale, De la Commission des finances? Oui, de la Commission des finances, qui est un binôme qui fait... non, c'était pas Olivier Grégoire, ça en était un autre, ça va me revenir. Barrault, voilà. Et on a longuement échangé sur le sujet. Moi, je pense qu'on a de la place pour à la fois garder des niches, parce que ce sera nécessaire pour diriger de l'argent là où il y a du risque, encadrant un peu mieux que ça n'a été fait jusqu'à présent l'utilisation de cet argent. Vous savez, le dévoiement qu'il y a eu sur l'ISF, c'était bien sûr, au départ, ça devait être pour le risque, puis ensuite, il y en a qui s'en sont servis pour financer des caves, pour financer de l'hôtellerie. D'ailleurs, il y a un petit sujet en ce moment là-dessus, mais enfin, pour financer même, j'ai même vu, à un moment donné, des gens qui étaient partis financer du solaire en Espagne. On ne peut pas avec penser que c'était... avec l'ISF PME. Ce n'était pas vraiment une bonne utilisation de l'argent qui devait servir à, normalement, dynamiser des secteurs à risque. Donc, par exemple, j'ai fait passer un amendement la semaine dernière pour serrer encore un peu ce sujet, de manière à ce que celui qui profite d'une exonération aille vraiment là où c'est risqué. Mais il faudra qu'on fasse d'autres innovations. Moi, je ne crois pas du tout que l'argent libéré par les réformes que vous avez mises en place et que j'approuve ira spontanément vers les entreprises à risque. Donc il faut des niches, selon vous, un peu comme Eric Woerth, vous pensez que la niche a encore sa place? Des niches ou des méthodes ou des mécanismes qui soient intéressants. Si vous avez syndiqué des épargnants pour investir dans une entreprise à risque, mais que vous pouvez, comme un financier normal, garantir les prêts que vous faites, peut-être que vous pouvez intéresser les gens. Avant de passer la parole à Robert Ophèle, oui. Non, je veux pas. Juste un mot. Il faut regarder que le contexte, c'est pas non plus un contexte idéal. C'est le contexte de la France. Et le contexte de la France, c'est une épargne réglementée extrêmement importante. À partir du moment où il y a une épargne garantie, quasiment sans risque, incitée, elle est liquide, elle est tout ce qu'on veut. Enfin, vraiment, c'est quand même, c'est très compliqué de dire venez investir dans une PME, vous verrez, ça marchera, peut-être ça marchera pas, peut-être que vous en retirerez les profits, peut-être que bon, c'est assez complexe. Donc il faut bien tenir compte de cela. Et dans un produit concurrentiel entre grosso modo, si on sépare risque et non risque, il faut bien à ce moment-là qu'il y ait un peu d'incitation. Elle est nécessairement fiscale. Moi, je suis pas un fanatique par principe des niches fiscales. Je dis simplement que c'est vrai que c'est pas tout à fait spontané, même si la croissance peut aider, parce que la croissance développe un peu la richesse, donc développe la notion de risque, l'envie d'aller plus loin. Tout ça est très vertueux. Mais la vertu, c'est d'abord moins de dépenses publiques, moins de déficit, moins d'impôts, moins d'épargne réglementée à ce moment-là, et un tout petit peu plus de produits à risque. Jean-Hervé, vous vouliez dire un mot? Juste une remarque, parce que là, on est quand même au cœur d'un sujet. Madame, on discute tous ensemble. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Philippe. Voilà, moi, je suis normalement, prof, c'est moi le bad cop. Le mauvais élève, décidé. Voilà, mais c'est Philippe qui passe à eux. Il y a quand même, Eric, un problème. Tu as tout à fait raison de dire que si on baisse les déficits, les dépenses, etc., il y a plus de liberté. Mais il y a un problème. Une seconde de macroéconomie qui est le phénomène suivant, c'est que nous avons vécu avec, en réalité, un demi-siècle d'épargne supérieure aux investissements nécessaires. C'est comme ça que ça s'est passé. Aujourd'hui, j'ai un débat permanent avec Artus qui dit mais il y a trop d'épargne, etc. Non, il y a beaucoup d'épargne, mais qui n'est pas prête à prendre des risques. Tout simplement parce que c'est des cours de première année de tout ce que vous voulez. C'est qu'au fur et à mesure qu'on vieillit, on a une aversion au risque. L'aversion au risque, elle est inscrite dans les sociétés. Et donc, je rappelle toujours que lorsque a été lancé le programme nucléaire, il a été financé par de l'argent privé, mais garanti.
on oublie toujours qu'il y a eu une garantie de l'État. Donc il faut trouver des processus. J'ai bien aimé le mot de Philippe Adno, il faut trouver des processus. On peut les appeler niches. Moi, tout me va. Les mots n'ont pas d'importance. Mais il faut trouver, en tout cas, il faut être très imaginatif, car naturellement, dans les années qui viennent, la population vieillissante dont nous faisons tous partie, vieillissante, on tous fait partie, mais ceux qui ont déjà franchi le pas, ils sont averses au risque, et donc la capacité de prendre des risques pour une épargne, que ce soit en France ou dans tous les pays du monde, c'est quand même une donnée forte qui d'ailleurs déterminera assez largement, de mon point de vue, le ralentissement de l'économie mondiale. Mais ça, c'est un autre sujet. Des incitations. David, peut-être avant de passer la parole au régulateur. Non, juste un mot, je vais rebondir sur un point, je reviendrai peut-être un peu plus tard sur un peu tout peut-être, mais là juste un point, c'est ce que nous on voit, et ce qu'on voit à la DACOFI, mais ce qu'on voit aussi du poste d'observation qu'est la Fédération européenne des conseils intermédiaires financiers, c'est que, et puis pour un échange que j'ai eu hier avec quelqu'un qui était nord-américain, et puis d'autres, on comprend quand même une chose, c'est que les pays dans lesquels il y a des conseillers qui accompagnent amènent vers la prise de risque beaucoup plus dans des conditions qui ne sont pas rejetées par les investisseurs. Alors la question c'est quel volume? Est-ce qu'on est capable d'amener le volume sans accompagnement fiscal? Est-ce qu'on est capable d'amener le volume nécessaire, donc d'atteindre la cible, sans garantie? Mais ce qui est certain, et donc ça, c'est tout l'objet des réflexions en cours, de ce qu'on essaye de faire. Mais ce qui est absolument certain, c'est que dans les pays où on se contente de vendre des produits d'épargne, la vente des produits d'épargne, ça va partir le plus possible vers du non-risque. Les seuls pays où ça va fonctionner avec du risque, c'est parce qu'on n'a pas de produits non-risque. Et dans tous les pays où il existe des professionnels du conseil, vous voyez que le taux d'investissement sur du risque, il est 5 fois supérieur aux autres. Et à partir de là, on peut commencer à réfléchir. Et à partir de là, on peut commencer à se poser ces questions. On l'a vu chez nous. On l'a juste vu avec le petit exemple, puisqu'on ne tient pas toutes les statistiques du marché, mais on tient celles de nos membres. On voit très clairement que dès lors qu'on a dit nous sommes maintenant formés un peu plus sur la finance de l'entreprise, et on avait commencé avec vos travaux, on a dit il le faut, et il y a une demande. Rappelez-vous qu'à un moment, il y a quelques années, ici, le débat, c'était les investisseurs, les consommateurs veulent du réel. Et là, la question qu'on se posait, c'est veulent-ils encore des fonds? Ou veulent-ils de l'entreprise? Ce qu'on n'a pas pu servir. Ce qui est assez différent de dire que les clients accompagnés n'y seraient pas allés. Voilà. Donc, petite remarque. Je vous redonnerai la parole ensuite. Robert Ophel, on voit bien, donc, il va falloir orienter de l'épargne vers du risque. Du risque, ça veut quand même dire, si on place du point de vue de l'épargnant investisseur, aussi sans doute des garanties. Où est-ce qu'on trouve l'équilibre entre l'incitation, l'encadrement, sans basculer forcément dans un système trop contraignant? Comment est-ce que vous voyez évoluer ce débat? Quelques constatations. Je crois qu'on a changé de monde. On avait autrefois la martingale où on disait vous pouvez avoir une épargne sûre et liquide qui dégage une rémunération réelle positive, tout ça par le biais de l'intermédiation financière, parce qu'il y avait des banques, des assureurs qui pouvaient transformer cette chose-là. La crise financière a fait qu'on a dit c'est plus possible. C'est plus possible parce que ça fait peser sur les épaules des intermédiaires financiers, banques et assureurs, des risques trop importants. Aujourd'hui, avec le niveau des taux que nous avons, quelqu'un qui cherche un placement sûr et liquide, eh bien, il est sûr de perdre de l'argent. Il est sûr de le perdre. Et la meilleure manière de ne pas le faire, tout en restant prudent, c'est de diversifier ses placements et donc d'avoir un panier, une allocation qui fasse une place pour un placement risqué. Et ceci se fait, alors la place est plus ou moins grande, mais s'il n'y en a aucune, on est certain aujourd'hui de perdre en termes réels une partie de son épargne. Dans un environnement sans inflation.
Avec des taux d'intérêt très avec bas. des taux d'inflation, même avec une petite inflation, avec des taux d'intérêt qui sont très très bas. Même à ma connaissance, aujourd'hui, le livret A ne couvre pas l'inflation. Hein, donc c'est dire, vous prenez le taux à 10 ans de l'OAT, vous êtes très sensiblement en dessous de l'inflation. Donc, il va falloir le faire sans passer par l'intermédiation bancaire. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, les entreprises françaises sont des entreprises endettées. Nous sommes le seul pays en Europe dans lequel les entreprises ont un endettement qui augmente et qui augmente significativement par rapport au PIB, c'est-à-dire à la valeur. Ça veut quand même dire quelque chose. Et quand on regarde de façon un peu plus fine, on voit que ce sont les grandes entreprises, voire les ETI, qui tirent cela. Ce ne sont pas les PME. Donc ce diagnostic global couvre des réalités différentes. Il y a pour les PME des problèmes potentiels d'accès au crédit. C'est le deuxième fait. Le troisième fait, c'est que quand on regarde les fonds propres, on s'aperçoit qu'en France, comme d'ailleurs dans la plupart des pays, le nombre d'entreprises cotées diminue. Et quand on fait la balance entre les émissions d'actions cotées et les rachats d'actions cotées, la balance, elle est très négative dans certains pays, assez négative, même dans nos pays. Et ceci est problématique pour un certain nombre de raisons, parce qu'en particulier, on a évoqué tout à l'heure la chaîne de financement. Dans la chaîne de financement, s'il n'y a pas la perspective à un moment d'accéder à un marché de négociation de titres cotés, réglementés, s'il n'y a pas cette perspective-là, à ce moment-là, par capillarité, cela peut réduire les ambitions de financement à des niveaux de PME qui grossissent, parce que la perspective de sortie par la cotation. Donc il y a tout un panel de choses, et il est très clair que dans ce panel-là, il n'y aura pas de grand soir du financement de l'économie française. On ne va pas rebasculer des centaines de milliards comme cela. Bon, il faut que la demande soit là, mais l'accumulation d'un certain nombre de touches, et en particulier à travers le conseil, parce que prendre du risque quand on n'est pas conseillé, c'est prendre un risque encore plus risqué. Donc la place du Conseil est tout à fait importante, et j'insiste sur le fait que toutes les réformes réglementaires qui ont lieu actuellement ne doivent pas être vues comme empêchant le Conseil de prise de risque, mais au contraire en l'encadrant et en prévoyant la diversification comme étant au cœur du Conseil. C'est la contrainte qui doit libérer les énergies, en quelque sorte. Canaliser. Amélie ? C'est bien parce qu'on croit que ça sera à la fois pas spontané et magique, et parce qu'on rejoint totalement les propos de Robert Ophèle, que notre événement du 22 janvier parle justement aux intermédiaires financiers. On aurait pu, vous savez, lancer une grande campagne grand public en disant « Chers Français, votre rôle maintenant, c'est de mettre l'argent dans les PME ». Bon, on aurait probablement, comme le dit mon collègue sénateur, échoué. Pourquoi la majorité cherche à parler aux intermédiaires financiers, aux conseillers en gestion de patrimoine, aux banquiers quand même un peu, aux assureurs? Parce qu'on sait que c'est dans leur bureau, dans le tête-à-tête entre un épargnant et un conseiller, qu'on passe de j'ai rempli mon PEA, j'ai plus de sous pour mon PEA-PME, à, parce que c'est ce que disait Eric Woerth à l'instant, à comment j'ai une allocation d'épargne, ou peut-être que je vais mettre 2 ou 3%. Où est-ce que je peux les mettre? Voilà. J'ai une métaphore amusante. Les topinambours et les panais sont des légumes anciens qui sont sur vos marchés, vos étals de marché. Je pense que beaucoup dans cette salle, vous ne savez pas comment on cuit une soupe de topinambour ou qu'on fait de la purée de panais. Moyennant quoi, les AMAP, quand ils ont lancé les paniers bio, ont mis dans les paniers bio des topinambours et des panais. Moyennant quoi, plein de familles qui maintenant font des purées de topinambour et de panais. Ce que ça veut dire, c'est que le risque, c'est pareil que la cuisine. À un moment donné, si on vous vend les produits de manière individuelle, séparée, le risque paraît très grand. Si on vous les met dans un panier d'actifs où, en fait, l'investissement PME, c'est 5% de votre épargne, le risque de perte, en fait, il est absorbable par la diversification. Et notre sujet, c'est que, justement, par le conseil financier et par une bonne intermédiation, une vision de l'allocation d'actifs en panier,
on arrive à sortir de la vision du menu, où jamais on arrive à avoir un peu d'argent pour le dernier produit. Un peu exotique parfois un peu risqué, mais qui reste très bon pour l'économie. Le topinambour, c'est pas mauvais. Éric Woerth. Les topinambours et les panais, c'est 1% du marché du légume. Mais si on arrive à 5%, on va révolutionner. Enfin, 0,8 pour être exact. Enfin, vous vérifierez, je suis pas sûr quand même. Juste un mot. Si on veut faire sortir de l'argent qui est prêt à s'investir sur des produits risqués à partir du moment où il y a des produits, il faut aussi agir sur les droits de succession. Et il faut agir sur les donations. C'est-à-dire que puisqu'on vit de plus en plus longtemps, et comme le dit très bien Jean-Hervé, il y a, plus on progresse dans l'âge, plus il y a une sorte d'aversion au risque. Il faut donc inverser les choses et faire en sorte que l'argent puisse être transmis à des générations qui sont moins frileux avec le risque ou plus éduqués sur les possibilités d'investir dans l'économie qui au fond est la leur, alors que les personnes plus âgées considèrent que ce n'est plus tout à fait leur affaire. Et donc ce serait pas totalement insignifiant que dans la réunion du 22 janvier, il y ait une partie droit de succession ou droit de donation plutôt sur les donations, la capacité à faire circuler de l'argent. Et d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Le simple PFU ou le simple LIFI, pardon, n'a pas peut être assez. L'idée, c'est de dire tiens, il vaut mieux que les dividendes, etc., tout ça soit moins taxé. Et puis l'immobilier, c'est une forme de rente. Quand vous avez là dans cette rue à côté quelqu'un qui vit bien, visiblement s'il est dans cette rue, celui d'en face, il a un portefeuille d'actions américain, il sera quasiment, il n'aura pas d'ISF et il sera au PFU. Celui d'en face, il a acheté un immeuble où il a hérité d'ailleurs de l'immeuble. Alors c'est pas formidable s'il en a hérité, mais enfin quand même. Et s'il le loue à des commerces, à des familles, il y a une utilité sociale derrière tout cela. Il sera super taxé à cause de cela dans ce monde-là. On voit bien que ça crée beaucoup de distorsions et que l'allocation en tout cas en termes d'impôt, elle est, je ne sais pas si on peut parler de justice, mais enfin en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas optimale. Donc il faut plutôt continuer ou commencer à faire sortir un peu de l'argent gelé par la durée de vie et par la durée des transmissions. Est-ce que la commission des finances que vous présidez peut jouer un rôle là-dedans? Est-ce que vous pouvez être une force de proposition ou Oui, on peut, bien sûr, les commissions des finances de l'Assemblée ou du Sénat peuvent être des forces de proposition. Il faut que le gouvernement écoute. Alors, le gouvernement, il écoute plutôt la majorité que l'opposition, mais un jour, il va apprendre qu'on peut être constructif dans les deux sens. Oui, c'est vrai, nous avons travaillé ensemble sur un sujet, c'est exact, sur le sujet de la taxe de séjour et sur ces vilains d'Airbnb et des plateformes par rapport aux hôteliers. On essaie de recréer un peu de justice, je dis vilain entre guillemets, évidemment, entre au fond plus de justice, entre, non pas deux formes d'économie, parce que c'est pas tout à fait ça, mais enfin deux formes d'usage des biens. Il y a eu un travail très, très intéressant de la Commission qui a abouti à des amendements communs et qui a abouti in fine à un accord du gouvernement sur ces amendements. Amélie voulait rajouter quelque chose et après Jean-Hervé, 2 secondes, ça sera 2 minutes, donc je passe la parole d'abord à Amélie de Montchalin. Je voudrais juste, sans monopoliser, oui. On n'est pas dans un discours absolu, il faut qu'on sorte de la vision c'est tout ou rien, et je pense que c'est extrêmement important que la fiscalité, effectivement, s'appréhende comme un tout, la question de la financement de la dépendance, de la rendre liquide, l'argent immobilisé à la fois dans l'immobilier ou dans ce que vous parliez, dont vous parliez précédemment, pour financer la dépendance, c'est des sujets qui nous tiennent extrêmement à cœur et je pense qu'on y reviendra. Juste sur l'immobilier en un mot, notre lecture du marché immobilier, c'est que les marchés immobiliers en France se portent très bien et qu'il aurait été assez malvenu de donner un coup de pouce fiscal dans les conditions actuelles et à l'immobilier commercial dont la Banque de France surveille les évolutions quotidiennement, parce qu'il y a effectivement parfois, enfin pas quotidiennement, mais très régulièrement, parce qu'il y a eu des tensions qui pouvaient laisser penser que les prix étaient un peu trop élevés, et que l'immobilier résidentiel se porte tout aussi bien. Il y a énormément de pays qui ont une taxe foncière progressive. Au fond, l'IFI, c'est une taxe foncière progressive. On rajoute un point d'imposition au-delà d'un certain montant.
il s'ajoute. Mais on pourrait mettre un point de taxe foncière en plus pour les patrimoines au-dessus d'1 million, ça reviendrait exactement, ou 1,7 million, ça reviendrait au même. Donc je conclue juste, on vous a que le 22 janvier, le grand rendez-vous de l'investissement productif vous concerne, qu'on a un très joli site sur lequel toutes vos contributions sont les bienvenues. L'idée est de trouver dans vos actions quotidiennes tout ce qui marche déjà ou tout ce qu'il y a à faire sans aller chercher des millions que nous n'avons pas dans le budget pour réorienter 10 milliards sur 1600 milliards d'assurance vie. Je tiens à dire, nous ne sommes pas dans un grand soir fiscal, nous sommes dans un réajustement, un refléchage au service de nos PME. Jean-Hervé. Après, monsieur le sénateur. Oui, juste, comme je suis un homme de consensus, je retiens que nous sommes tous d'accord. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je vais quand même le dire. Tous d'accord. Sur l'idée, moi, je suis très d'accord de l'avis que le 22 janvier, le grand jour, c'est pas le grand soir, mais c'est le grand rendez-vous. On parle de donation. Je trouve que c'est très important. Et derrière, c'est comme l'idée qu'il y a entre générations des flux qui peuvent se faire de manière plus efficace. Deuxième sujet, vous avez parlé à juste titre de l'assurance vie, ça existe, tout le monde travaille dessus, tous les assureurs sont en train d'inventer des produits, tout le monde. Donc là, il n'y a pas besoin d'inventer de midi à 14h, il faut transformer cet échec, c'est souvent dans la vie l'échec, ça donne des bons succès après. L'eurocroissance, ça n'a pas bien marché, c'est trop compliqué. Il y a moyen de faire un dispositif plus habile. Moi, je propose que, par exemple, il y ait des fenêtres de garantie tous les ans ou tous les 2 ans. Troisième sujet, Philippe. Il y a 2 générations ici, donc il y a nous deux, nous sommes les plus solides dans cette affaire. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut trouver là aussi des moyens de financer de manière beaucoup plus active la troisième étape des start-up. On ne sait pas le faire. Finalement, toutes les boîtes se vendent aux Américains ou aux Chinois. C'est quand même pas un succès exceptionnel. Il faut quand même bien partir de la situation dans laquelle on est. Et donc là, il faut trouver des modalités de financement. Est-ce qu'on parle de l'IFU? C'est l'IFU. Hein. Est-ce qu'on parle de l'IFU? Oui, PFU, si vous voulez. Est-ce qu'on parle de ça? Mais il faut qu'on trouve 500 millions, 1 milliard. Enfin, il faut qu'on arrive à financer les petites boîtes avec de l'évaluation. Mais il faut qu'on arrête cette espèce de stupidité absolue que nos grandes entreprises, malheureusement quelques-unes ont quitté le pays. Il y en a quand même quelques-unes qui sont parties. Je ne vais pas citer les dernières. Enfin, c'est quand même pas formidable. Et que notre avenir à nous, pas le mien, mais celui des générations qui viennent, c'est quand même ces boîtes qui sont à la marge des ETI, ces talents qu'on voit un peu partout et qui, toutes, vont se vendre ailleurs parce qu'on ne trouve pas d'argent en France, ce qui, dans notre pays, qui est un pays quand même riche, est une absurdité totale. Donc je dis, je ne suis pas politique, j'aurais rêvé de l'être, mais je me dis, le conseiller, c'est moins dangereux, donc c'est pour ça que la version risque. Et donc, je dis, là, vous devez trouver des solutions. Une fois de plus, donation, trouver des modalités IFU, ce que vous voulez, qui permet de favoriser. Et troisième aspect, il n'y a pas que moi qui comprends pas tous les acronymes. L'eurocroissance, ça existe. L'eurocroissance nouvelle version, les 10 milliards, ils sont peut-être pas si compliqués que ça à trouver. Tout le monde est prêt dans ce marché, donc il faut y aller. Monsieur le sénateur, un mot de conclusion avant de passer la parole à David Charlet. Vraiment, de conclusion, on est tous d'accord, il ne faut pas qu'il y ait de rupture dans la chaîne de financement. On est tous d'accord, il faudra innover encore quelques process parce que tout n'est pas encore sur la table. Il faudra quand même, je pense, garder un peu d'avantage fiscal pour que ça puisse aller vers la poche la plus précise. Et il faut aussi qu'on ne renonce pas à simplifier. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, quand vous êtes business angel, si vous êtes syndiqué à beaucoup de business angels avec les nouvelles formes de gouvernance, il faut demander l'autorisation à chacun pour pouvoir prendre un certain nombre de décisions. Il faut simplement arriver à faire en sorte que ce soit le fonds qui gère pour le compte de l'ensemble, qui puisse régler ce problème de gouvernance. C'est tout simple. Mais aujourd'hui, ça fait refroidir beaucoup d'envie parce que c'est d'une grande complexité concrètement. David, peut-être pour résumer un peu ce qui a été dit, conclure et ouvrir sur la deuxième partie des débats qui seront plus réglementaires. Il n'y aura pas de pause entre les deux, une transition très rapide et un cocktail juste ensuite. Résumé, je pense que ça a été un peu fait par les uns et les autres. Dans le cadre de l'échange, on comprend bien que tout le monde a le souhait de financer les entreprises. On comprend qu'on n'est pas en capacité à redresser ce pays sans ça. Nous, notre humble fonction, puisque non plus nous ne sommes pas des politiques, nous sommes des politiques métiers. Nous occupons bien de la vie de la cité, mais nous avons fait le choix
de rester dans le cadre de la politique métier. On a notre pierre à apporter. Il y a, bien sûr, le 22 janvier, on sera là. Bien sûr, on répondra. Bien sûr, certains de nos membres le feront également, ce qui devrait donner une bonne base de réflexion. Il ne faut pas oublier qu'à l'Anacofi, on a 2 corps de métier, les conseils en finance d'entreprise et les conseils en gestion de patrimoine. Jean-Hervé parlait des donations et des successions. Quand j'ai commencé ma carrière, en fait, on me disait que quelqu'un héritait quand il avait entre 40 et 45 ans. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, il hérite après 60. Alors, le problème du financement des entreprises, en effet, si on regarde ça, je prends donc un axe qui n'est qu'un axe CGP, là. Je suis sur un raisonnement de CGP qui essaye de comprendre. Si je regarde juste ça, vous savez que vous héritiez à l'époque, au moment où vous aviez vos vrais projets d'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'Anacofi, les entrants, les chefs d'entreprise entrants, créateurs, ont entre 40 et 45 ans. Ça n'a pas bougé. Donc, on voit bien que le moment de votre carrière où vous êtes mûr pour faire ça, c'était le moment où vous receviez. Donc il y a bel et bien un sujet autour de tout simplement d'un aspect patrimonial qui est, ça s'est décalé, et oui, il y a une vraie question de renvoyer vers la génération qui produit. Un autre élément qu'on a peut-être négligé un peu dans ce débat, c'est que il faut trouver de l'épargne. Je ne suis pas inquiet, moi. Donc c'est pour ça que je vais assez tranquillement aux travaux qu'on nous a demandé d'ouvrir, parce que je ne suis pas inquiet quand on m'annonce que c'est 5 ou 10 milliards. C'est vrai que c'est 5 ou 10 milliards, si nous nous retroussons les manches, quand vous voyez que la masse totale, toute corps d'activité des seuls membres de l'Anacofi en flux, c'est 40 à 45 milliards par an de flux, entre les crédits, l'immobilier, le financier, tout ça. Je ne suis pas très inquiet parce que je sais que je ne représente même pas la moitié du marché. Oui, bien sûr, on est bien d'accord, en brut. Mais je ne représente même pas la moitié du marché des métiers comparables. Donc à partir de là, bon, on peut faire un effort. Mais il y a un truc que nous avons négligé là. C'est que pour ça, il faut aussi trouver des acteurs qui amènent les entreprises en face. Et il faut se rappeler à ce moment-là qu'on n'a jamais vu les CGP et nos conseils en finance d'entreprise comme des pourvoyeurs, mais en fait, nos seuls membres ont 100 000 entreprises clientes. Et là, on peut aussi se poser une question, c'est pourquoi ces 100 000 entreprises clientes que nous accompagnons n'ont jamais été mises en frontal, y compris des gens de la gestion, parce que là, le problème que eux ne peuvent pas résoudre, parce qu'ils ne savent pas aller trouver cette petite boîte-là, et que les lignes sont chères, donc on ne peut pas investir sur les petits montants, mais nous, en fait, nous sommes les vénules qui ont ces entreprises, et on ne nous a jamais utilisé sur ce terrain-là, malgré le fait que je crois qu'on avait proposé l'idée à l'époque de vos travaux, monsieur le sénateur, mais nous là-dessus... Non, mais pour nous, c'était nos débuts. Je vous rappelle que quand on s'est rencontrés, l'Anacofi était relativement naissante. Et le think tank était devenu association depuis assez peu, ce qui pour nous, même si c'est assez... il n'y a pas très longtemps en réalité, pour nous c'était à notre naissance quasiment. Donc voilà. Je vais conclure là-dessus en disant quand même une dernière chose qui concerne le régulateur, c'est tout ça c'est bien joli, mais ceci étant dit, si nous devons amener les gens vers de la prise de risque, il faudra que les protocoles qui nous permettent de le faire et qui nous contraignent soient des protocoles qui le permettent vraiment. Et là, avec les tests d'aversion au risque, etc., il faut qu'on soit en cohérence tous ensemble, parce que sinon, on ne pourra pas le faire, parce que quand on proposera d'investir dans une entreprise, on dira le risque est de 7 sur une échelle de 7. Mon bon ami, sachant que vous avez peur d'une souris, vous c'est 1 sur l'échelle de 7. Je ne peux pas. Voilà. Et là, il faut qu'on... C'est ça. Mais il faut qu'on se mette d'accord sur... comment on traite le sujet, et ça c'est un problème également de régulateur qui implique obligatoirement notre régulateur. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette première table ronde. On commence déjà à basculer du coup sur la deuxième, et je vais appeler du coup les intervenants à la deuxième table ronde. Merci.